Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, Félix Tshisekedi déclaré vainqueur de la présidentielle en République démocratique du Congo. La commission électorale a annoncé ce 10 janvier les résultats provisoires. Le leader de l'UDPS obtient 38,57% des suffrages. Le président camerounais Paul Biya a reçu les vœux du corps diplomatique et des corps nationaux constitués. L'occasion pour le chef de l'État de faire le point sur la coopération avec ses partenaires étrangers. Et un programme de football pour les jeunes des quartiers difficiles en Afrique du Sud. À Eldorado Park, ce programme a même permis à certains de sortir de la spirale infernale. C'est un résultat qui était très attendu. Le nom du vainqueur de la présidentielle en République démocratique du Congo a été annoncé ce 10 janvier par la commission électorale. Il s'agit de Félix Tshisekedi. Il arrive en tête avec 38,57% des suffrages devant Martin Fayoulou et Emmanuel Ramazani Chadari. Un sujet de la rédaction. Fin du suspense en République démocratique du Congo. Les résultats provisoires de l'élection présidentielle ont été annoncés par la Commission électorale nationale indépendante. Félix Tshisekedi arrive en tête avec 38,57% des suffrages, devant Martin Fayoulou en seconde position et Emmanuel Ramazani Chadari, candidat du pouvoir. Ce n'est pas une surprise parce que Félix Tshisekedi émane d'un parti politique qui a l'avantage d'être implanté sur presque toute l'étendue du territoire national. En plus, ce parti s'est allié à un autre qui est aussi implanté sur presque toute l'étendue du territoire national et ceci constitue un grand atout pour cette coalition qu'on appelle Cap pour le changement. En plus, Félix Tshisekedi est le fils du leader historique de son parti, l'UDPS. Félix Tshisekedi est le fils d'Étienne Tshisekedi, figure historique de l'opposition congolaise, décédé le 1er février 2017. Fin mars 2018, il est élu à la présidence de l'UDPS et choisi candidat du parti à la prochaine élection présidentielle. Le 23 novembre, il conclut un accord électoral avec Vital Kamerhe, leader de l'UNC, après avoir renié un accord pour un candidat commun de l'opposition. Les deux leaders créent une plateforme Cap pour le changement et le poste de Premier ministre est promis à Vital Kamerhe en cas de victoire. Et surtout, ils se partagent la carte électorale, le but étant une convergence de voix entre l'UNC, bien implantée dans l'Est, et l'UDPS plutôt au centre et à l'Ouest. C'est le pouvoir qui passe d'un camp à un autre, puisque Tshisekedi a évolué 3 décennies durant dans l'opposition. Donc c'est pour une première que l'opposition, qui a milité pendant des décennies de façon pacifique, puisse remporter les scrutins et accéder à la magistrature suprême. Donc du point de vue symbolique, ça traduit un pas important vers l'ancrage de la démocratie en RDC. L'enjeu de cette élection était historique, permettre une première transmission pacifique depuis l'indépendance. Au pouvoir depuis 18 ans, le président Joseph Kabila ne pouvait plus briguer de 3e mandat selon la Constitution. Des élections législatives et provinciales ont également eu lieu le 30 décembre. Les résultats provisoires pourront faire l'objet de recours devant la Cour constitutionnelle qui est chargée de proclamer les résultats définitifs. La prestation de serment du nouveau président élu est prévue le 18 janvier, selon le calendrier initial. 2019 sera sous le signe de la multiplication des partenaires pour le Cameroun. C'est ainsi que le président Paul Biya a présenté la stratégie de développement des échanges pour l'année à venir. C'était ce mercredi 9 janvier lors de la présentation des vœux des corps diplomatiques et corps nationaux constitués. Reportage de notre correspondante Viviane Baokan. Le président Paul Biya a reçu ce 9 janvier 2019 au Palais de l'Unité de Yaoundé les vœux de nouvel an des membres du corps diplomatique et des corps constitués nationaux. Une cérémonie durant laquelle le chef de l'État a profité pour faire le point sur l'état de la coopération avec ses partenaires étrangers. Il a également évoqué l'importance de renforcer la coopération sécuritaire internationale avec les pays du bassin du lac Tchad en proie aux actes terroristes. Repoussé hors de nos frontières, ce mouvement terroriste ne représente plus qu'une menace résiduelle qui nous oblige cependant à rester très vigilants. C'est pourquoi
nous maintiendrons une étroite coopération avec les pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad qui se sont engagés fin novembre à N'Djamena et mi-décembre à Abuja à ne pas baisser la garde. Le problème du réchauffement climatique a également retenu l'attention du chef de l'État Paul Biya, qui a d'ailleurs par la même occasion renouvelé l'engagement du Cameroun à respecter les accords de la COP21. Le réchauffement climatique continue de faire l'objet de vives discussions, même si une large majorité, dont fait partie le Cameroun, reste fidèle aux décisions de la COP21. La mise en œuvre de l'accord de Paris demeure tributaire de la mobilisation d'importantes ressources, ce qui signifie d'intenses négociations. Les dernières en date qui ont eu lieu dans le cadre de la COP24 en Pologne ont finalement abouti à un accord. L'autre point fort évoqué par le président Paul Biya durant cette cérémonie est la question des migrations. Pour le chef de l'État, le pacte des Nations Unies pour les migrations sûres, qui était porteur d'espoir sur cette problématique, a montré ses limites et malgré les efforts du HCR, la situation des migrants et des réfugiés demeure alarmante. C'est un éternel recommencement. En 2012, le parti sud-africain ANC était créé autour de la délicate question des terres. Ce 8 janvier 2018, le Congrès national africain a célébré son 107e anniversaire. Et plus d'un siècle après, le partage des terres est toujours un combat actuel de l'ANC. Un sujet de la rédaction. 107 ans d'existence, plus vieille formation politique sur le continent. Le Congrès national africain ANC a été fondé en Afrique du Sud autour de l'épineuse question des terres. Au fil des années, le parti s'est forgé une place incontestable sur l'échiquier politique sud-africain, jusqu'à atteindre une notoriété d'envergure mondiale lors de la lutte contre l'apartheid. L'apartheid a été un bienfait pour l'ANC parce que ayant un adversaire en face et un objectif concret, il était assez facile de mobiliser les masses africaines autour d'idéaux bien précis, bien concrets. Donc ce qui a donné à l'ANC son envergure qu'elle a toujours eue, à savoir fédérer toutes les énergies africaines autour de la lutte anti-apartheid. Les combats menés par l'ANC vont lui permettre de briguer la magistrature suprême en 1994 avec l'élection du premier président noir sud-africain Nelson Mandela. Mais une fois à ce niveau, les enjeux ne seront plus les mêmes puisque le parti va commencer à vivre les réalités du pouvoir. Une fois le pouvoir acquis, la gestion du pouvoir devient un objectif beaucoup plus compliqué que ne l'a été la lutte anti-apartheid. Donc vous avez une classe politique qui draine les mêmes tares que toutes les classes politiques africaines, à savoir le clientélisme, l'accaparement des biens publics, etc. Né d'une grande alliance des tribus, l'ANC a démontré sa capacité à se renouveler jusqu'à devenir un parti de gouvernement après la chute de l'apartheid en 1990. S'il représente historiquement et principalement les intérêts de la population noire, majoritaire en Afrique du Sud, le parti s'est ouvert aux autres catégories de la population en 1969. Ce sont des maladies souvent mal comprises. Les maladies mentales sont pourtant une réalité sur l'ensemble du continent. Au Nigeria, le nombre de cas est en augmentation, mais la prise en charge reste quasiment inexistante. C'est pourquoi des malades créent eux-mêmes des initiatives, comme cette association qui vient en aide grâce à un service d'assistance téléphonique. Ange Domenio. Owa a été diagnostiquée bipolaire en 2015 après avoir été victime d'une agression sexuelle. Au début, elle était incapable d'en discuter avec sa famille et les centres de santé n'y ont rien donné. Aujourd'hui, elle est à la tête d'un groupe de déficients mentaux qui partagent leur expérience et leur vécu de tous les jours. Je me souviens avoir eu une conversation avec une de mes amies au Royaume-Uni. Elle m'a dit qu'elle dirigeait un groupe de soutien semblable au nôtre. Ces groupes de soutien interviennent sur plusieurs thématiques et ça a un bon impact sur les gens. Les résultats du groupe ont poussé Owa à créer un service d'assistance téléphonique pour les malades mentaux.
Toutefois, elle rencontre de nombreuses difficultés dans son travail, compte tenu du caractère tabou que revêt ce sujet au Nigeria. C'est un état d'esprit, un problème de croyance, un conditionnement de croyances et de valeurs profondément ancrées qui ont une influence sur notre réalité et qui nous permettent de surmonter les obstacles. Au Nigeria, les gens ne cherchent pas vraiment de l'aide. Certains meurent en silence et d'autres pensent qu'ils peuvent prier pour régler le problème et guérir. Selon le ministère nigérian de la Santé, 30% du pays souffrait d'une forme de maladie mentale et le taux de suicide national était en hausse. Grâce au service d'assistance téléphonique, OWA reçoit moins 100 appels par jour. Elle a reçu de nombreux éloges au niveau national et international pour ses efforts. En Afrique du Sud, certaines banlieues de Johannesburg sont plus connues pour leur trafic et leur violence que pour leurs exploits. Samantha Towilmour a pourtant décidé de donner une chance aux jeunes de ces quartiers difficiles. Un programme de football est proposé aux habitants d'Eldorado Park avec à côté un soutien scolaire. Marcel Faba-Marconda. Nous sommes à Eldorado Park, banlieue de la province du Gauteng à Johannesburg, la plus grande ville sud-africaine. Ici, les fléaux sont nombreux. Drogue, guerre des gangs, violence communautaire et conjugale. Et c'est pourtant dans un tel contexte que Growing Champions, un organisme à but non lucratif, s'est implanté dans cette zone pour tenter de venir en aide aux jeunes victimes de ces fléaux. Objectif, les responsabiliser à travers le football. Par le biais du sport, nous offrons un soutien scolaire et des programmes de développement du caractère à ces jeunes. Nous leur enseignons donc comment devenir de bonnes personnes avec une vie intègre. Delano Ayer a été membre d'un gang à Eldorado Park. Grâce à ce programme, il a aujourd'hui adhéré à Growing Champions. Son rôle consiste à conseiller les jeunes logés dans ce foyer créé par l'organisme. Nous tentons de faire oublier, de changer les comportements de ces jeunes. Nous les déverrouillons en quelque sorte. C'est vrai que c'est assez difficile et délicat, mais nous avons déjà réussi à trouver la formule. Growing Champions a changé ma vie, en croyant en moi, sans renoncer et en croyant en d'autres personnes. Rien qu'en 2018, la banlieue d'Eldorado Park s'est tristement rendue célèbre, devenant l'endroit le plus touché par la drogue dans la province du Gauteng, avec plus de 2000 incidents signalés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.